On s'en fout, petite parenthèse. C'était un moment d'extra lucidité. Anyway, coucou les gars, c'est parti pour l'épisode numéro 3. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les setbacks, ou plutôt les échecs ou les moments durs d'une carrière sportive, de ma carrière sportive. Je suis quelqu'un de hyper positive, toujours optimiste, toujours avec le smile, toujours occupée de danser parce que j'aime trop ça. Mais parfois, j'ai peur de ne pas montrer, en tout cas via mes réseaux sociaux, le côté entier du sportif de haut niveau. Parce que la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est loin d'être que des voyages et du fun et que des côtés positifs. En fait, il y a un aspect négatif qu'on ne voit pas beaucoup. J'essaie d'être le plus transparente possible. Quand ça va pas, ça va pas. J'essaie de l'exprimer. Mais les gens, parfois, ont du mal à comprendre ou à s'imaginer à quel point ça peut ne pas aller. Donc voilà, ici, c'est l'occasion de partager avec vous un peu mon parcours et des moments difficiles que j'ai pu connaître durant ma carrière sportive. C'est pas fini, il y en aura encore, mais je touche du bois. Non, mais voilà, une carrière sportive, il y a des hauts et des bas. Et là, j'ai envie de partager avec vous des bas. Par où commencer? Il y en a tellement. Ouf! Par où commencer? J'ai parlé de l'événement le plus marquant pour moi. Ça a été Rio 2016, les Jeux Olympiques. Donc voilà, je me suis qualifiée pour ma seconde Olympiade à Rio. La première, c'était en 2012 à Londres. Et en fait, tout se passait bien. La ville, c'était trop bien. Le village olympique, c'était incroyable. J'étais là avec mes amis, avec ouais, mes amis, mes collègues de travail, mes partenaires d'entraînement, mais qui sont aussi vraiment des amis. Et j'ai vraiment en fait cette chance-là. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut connaître ça. C'est de vivre des sélections, mais avec des gens proches de nous. Et la particularité aussi qu'il y a en Belgique, c'est que voilà, c'est un petit pays et au final, c'est toujours les mêmes que l'on retrouve. Et j'ai eu l'occasion de grandir vraiment avec mes amis. Donc il y a Cynthia Bolingo, il y a Nafi Tiam, il y a Camilos et il y en a encore plein d'autres. Et c'est vraiment une petite famille, ça c'est vraiment cool. Et là, j'ai pu partager vraiment les jeux et la plupart des championnats avec mes amis. Voilà, on voulait placer ça là. C'est vraiment une chance. Et donc voilà, super ambiance, etc. Ça se passe assez bien pour moi. Premier tour, honnêtement, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Je me rappelle juste que je me qualifie pour la demi-finale, ce qui est incroyable. Et en demi-finale, là, je me sentais bien, les amis. C'était une course carrément incroyable jusqu'à la 6e ou 7e haie, où là, je touche la haie et je tombe. Et là, les Jeux Olympiques, c'était fini pour moi, Olympiade finie. Ça a été hyper compliqué, hyper compliqué. Des chutes, c'était pas la première. J'en ai d'autres, des chutes dans des championnats assez importants. Mais celle-ci, elle m'a vraiment énormément marquée. Est-ce que c'était le fait que ce soit au jeu? Je pense pas. Je pense que, avec du recul, c'est que j'étais dans ma zone, comme on dit. Je pense que beaucoup de sportifs peuvent se reconnaître quand je parle de zone ou dans sa bulle. En fait, c'est la zone où tout est parfait, où c'est fluide, il n'y a pas d'obstacle, où il n'y a pas de... Comment dire? Tout est parfait, je ne devais pas réfléchir à ce que je devais faire. Et ces moments sont très rares, mais ça va de manière fluide, comme je l'ai dit. Et du coup, je suis passée d'un état un peu euphorique presque à un état de chute. Et en fait, le up et le down, ça m'a complètement cassée. Parce qu'en général, quand on est dans cette zone, tout va bien de A à Z. Et parfois, on a même du mal à savoir ce qui s'est vraiment passé. On est vraiment dans un état de conscience différent. C'est un état vraiment difficile à expliquer, qui est incroyable. Et je pense que tout athlète recherche un peu à avoir cet état-là. Mais c'est ce que j'ai vécu. En fait, j'ai eu la chance de le vivre
en demi-finale, en finale des Jeux avant de toucher une petite erreur qui a été fatale en fait. Et pourquoi ça a été vraiment dur? Parce que je pense que les haies, en fait, si vous voulez, c'est une course de rythme. Donc à chaque fois, c'est 4 pas entre chaque haie et il faut être hyper fréquente. Et j'étais tellement rapide, j'avais pas l'habitude de ce genre de fréquence. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, où je me suis retrouvée un tout petit peu plus proche de ma haie que d'habitude. Et je l'ai touchée légèrement avec ma jambe avant, donc ma première jambe, et ça a été la catastrophe. Et là, je suis tombée et j'ai pas su continuer la course. Donc ça a été très compliqué pour moi. Mais ça n'a pas été compliqué directement après la course. C'est vraiment plusieurs mois après que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel trauma et que ça m'a pris des mois en fait pour récupérer de cette course. Parce qu'après, honnêtement, j'ai sûrement pleuré après. Pendant un jour ou deux, j'étais down. Je me rappelle en fait, Cynthia et Camille avaient fini leur compétition. Et je me rappelle, elles voulaient qu'on sorte. Après, je disais, hey, les gars, je viens de tomber, laissez-moi au moins un jour. Et donc voilà, le soir même, je ne suis pas sortie, mais le soir d'après, par contre, on est sorti à Rio, on a fait la fête comme jamais. C'était incroyable, surtout que Nafi avait fait sa médaille d'or à Rio, sa première médaille olympique. On l'a fêtée, les gars. Franchement, c'était la médaille à tout le monde. Moi, j'ai l'impression que j'avais été championne olympique avec elle. C'était carrément incroyable. Des souvenirs. Non, mais c'est gravé à vie, à vie, à vie. On a tellement fêté, on a tellement profité. On était tellement fiers d'elle. C'était tellement historique, tellement incroyable. Je me rappelle. Avec Cynthia, partout où on allait, on disait ouais, elle est championne olympique, on montrait sa médaille et tout, limite on le montrait au taximène pour pas payer, etc. Nafi, c'était notre passe-droit. Hein. Franchement, on a vécu une vie à Rio, c'était carrément incroyable. C'est elle la médaille olympique. Donc franchement, j'ai vraiment profité de ces jeux, malgré tout, après mes courses. Et d'ailleurs, j'étais en superbe forme en fait. Hein. J'étais en superbe forme et quelques temps après, j'ai eu le Memorial Van Damme. Quelques semaines après, je me suis très peu entraînée pour. Et là, en fait, je fais au Memorial Van Damme avec très peu d'entraînement et de la fatigue, due aux sorties, entre autres. Je fais le chrono, exactement le chrono qu'il fallait faire pour atteindre la finale. Et je suis sûre que lors de ma demi-finale, j'étais partie sur des bases pour battre mon record et faire beaucoup plus vite. Mais on ne refera pas l'histoire. Mais en tout cas, quelques semaines après, j'ai fait, je pense, deuxième à la Diamond League de Bruxelles avec une facilité déconcertante. Et voilà, je savais que j'étais en forme. Et voilà. Donc ça, c'était un échec assez incroyable, surtout que c'est après que je me suis rendu compte que ça avait créé un traumatisme en moi. Et là, je me suis fait suivre par un psychologue, par un coach mental, et j'arrêtais pas de pleurer. C'était hyper compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'est des années après, ou peut-être un an après qu'on a fait le lien, c'est que parfois, pendant certaines courses de haies, j'avais des moments d'absence. Des moments où j'ai l'impression, et ça arrive encore maintenant, donc c'était il y a 8 ans, hein. Je vous explique le traumatisme, c'était à 8 ans. C'est-à-dire que parfois, dans certaines courses de haies, il y a des moments où je ne contrôle plus rien. J'ai l'impression d'être en dehors de mon corps et de ne pas pouvoir contrôler. Donc je continue à courir, c'est vraiment comme si mon cerveau se détachait de mon corps. Je me vois courir, mais comme si ce n'était pas moi. Comme un dédoublement. Alors c'était hyper compliqué d'expliquer ça et de comprendre à quoi c'était dû. Au début, je le ressentais limite comme un malaise que je faisais pendant la course, où il se passait vraiment un truc, quelque chose dans mon corps. J'ai fait énormément de tests médicaux, neurologiques, pour comprendre, jusqu'au moment où on a eu la clé. Et c'était un mécanisme de défense, et ça arrivait en fait à chaque fois à la 6e ou 7e haie, le moment où j'ai chuté à Rio. C'était comme pour me protéger. Et voilà, et quand j'ai fait le lien, bah, ça m'a quand même permis d'essayer d'avancer, de trouver des solutions. C'était de moins en moins fréquent, mais toujours, j'ai quand même peu de contrôle sur ça. Par contre, j'ai appris à vivre avec et de savoir que même si ce genre de choses m'arrivait, je pouvais quand même faire une bonne course.
Donc en fait, quand ça m'arrivait, j'essayais de plus paniquer et d'essayer de rester concentrée parce que ça venait à un moment donné, pendant 2 et après j'arrivais de nouveau comme à rentrer dans mon corps et prendre le contrôle de ma course. Parfois, je chutais à cause de ça, mais parfois j'arrivais quand même à faire une bonne course, mais c'est quelque chose de hyper effrayant. Et c'est marrant parce que c'est pas quelque chose dont beaucoup de gens sont au courant, c'est tellement dur à expliquer, illogique quelque part, et pas prévisible. Et parfois on pensait que, enfin j'ai pu penser que c'était pendant des courses où il y avait beaucoup de stress que ça arrivait, mais c'était totalement aléatoire. Donc voilà, depuis tant d'années maintenant, j'apprends à composer avec cette donnée. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est mon premier gros échec, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'échec, mais en tout cas d'un moment traumatisant dans ma carrière. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place pour essayer de faire face à ça? Comme j'ai dit, j'ai vu du coup un psychologue et juste d'en parler, ça m'a aidé. J'ai fait des techniques d'hypnose. Je ne sais pas honnêtement si ça m'a aidé, mais un exercice qui pense m'a aidé, c'était de revivre la course des Jeux. Euh, et bizarrement, j'arrivais pas du tout à décrire le stade, j'arrivais plus à rien imaginer. Et ça a été un réel exercice pour moi de mémoire, d'essayer de remémoriser à ces moments-là. J'avais dû écrire du coup sur une feuille un peu tout ce qui s'était passé. Je pense que c'est un exercice quand même qui m'a pas mal aidé. Et je pense aussi de savoir que j'avais pas énormément de contrôle sur ça. Déjà de comprendre, voilà, de pouvoir l'expliquer, ça m'a déjà énormément rassurée. Je me suis dit, bon, Anne, t'es pas folle, ou c'est pas un problème neurologique. Et, euh, et en fait, de savoir que j'avais pas énormément de contrôle par rapport à ça, j'ai dû appliquer le lâcher-prise, en fait, tout simplement, et de me dire que si ça arrive, je sais c'est quoi, c'est plus quelque chose de nouveau, je connais, et de ne pas paniquer, et que ça peut quand même aller. Donc voilà, ça c'est les petites astuces que j'ai mis en place par rapport à cette problématique. Voilà, je réfléchis à autre chose que je pourrais partager avec vous. Il y a tellement de hauts et de bas. Bien sûr, il y a la gestion des blessures qui est quelque chose de pas facile à gérer au quotidien. La difficulté aussi avec les sportifs de haut niveau, en tout cas en Belgique, c'est qu'on a un contrat. Ce sont des CDD renouvelables d'année en année. Donc c'est des contrats d'1 an. Et si on n'atteint pas les objectifs fixés par notre fédération, on risque de perdre notre contrat. Et ça, pendant longtemps, ça a été quand même quelque chose de très dur à gérer. Après, quand tout se passe bien, alors là, c'est OK. Mais les moments où on se blesse, où ça se passe un peu moins bien, et ben là, ça peut mettre des pressions, énormes. Et c'est carrément un problème parce que pour performer au niveau, il faut être le plus serein possible et essayer de mettre tout de côté pour pouvoir se concentrer sur l'objectif. Mais quand on sait que l'objectif est lié peut-être à un contrat sportif, eh ben, ça change la donne. Et moi, je me rappelle, en 2019, on m'avait quand même mis la pression, dans le sens où voilà, j'avais une saison assez compliquée liée aux blessures. Donc déjà, j'essaie de gérer mes blessures. C'était les championnats du monde à Doha. Donc je me suis qualifiée pour les championnats du monde, mais la saison d'avant, c'était quand même vraiment compliqué. Et une semaine avant mon départ, j'ai une réunion. Et en gros, on m'a fait comprendre que si je ne courais pas un certain temps, je risquais de perdre mon contrat. Euh, ouais, voilà, ça c'est la réalité. Parce que qui dit perte de contrat dit qu'on n'a plus de rémunération. Et là, on commence à cogiter, ok. Si j'ai plus de rémunération, comment est-ce que je vais payer mon loyer? Comment est-ce que je vais vivre? Et en fait, c'est pas des choses... c'est des éléments parasites, on va dire, avant un championnat, comme j'ai dit, pour pouvoir performer, il faut être le plus serein possible. Et le problème, c'est que je suis partie, du coup, au championnat du monde à Doha en 2019 avec cette idée en tête, mais ça m'a mis une pression vraiment, vraiment assez incroyable. Et parfois, on se demande quand même si les personnes qui nous gèrent, au-dessus de nous, les instances sportives, ont conscience de ça. Et voilà, ça peut paraître
common sense, mais c'est pas le cas et ça arrive quand même plus qu'on peut le penser. Euh, donc, euh, donc voilà, après Doha, finalement, je me qualifie, je passe le premier tour avant de chuter encore une fois en demi-finale. Euh, mais je me rappelle, la chose à laquelle je pensais avant de courir, c'était girl, t'as intérêt à courir vite parce que y a ton contrat qui est à la clé, quoi. Et ça a clairement pas aidé. Je n'étais pas du tout sereine par rapport à ça. Et voilà, donc si ce message arrive à certaines personnes, à des instances supérieures, quand même de prendre cet aspect-là en compte, l'aspect psychologique en compte. Dans la performance, il y a ok, la préparation physique est hyper important, mais l'aspect mental est tellement plus important. Si on ne se sent pas bien psychologiquement, si on n'est pas serein, si on n'a pas confiance ou autre, eh ben, ça peut avoir des résultats vraiment catastrophiques, athlétiquement parlant. Donc voilà. Là, c'est vraiment... après, ma carrière est tellement longue, je pourrais parler encore beaucoup plus longtemps des moments durs, des setbacks que j'ai connus. Il y en a tellement, les amis. Donc, ne vous fiez pas toujours aux apparences, aux sourires. Chacun a ses difficultés et parfois, ça peut être vraiment très compliqué. Et voilà, si je peux donner un conseil aux sportifs de niveau, c'est de bien s'entourer. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage incroyable. Que ce soit ma famille, mes amis, c'est hyper important. En tout cas, moi, ça a été un élément clé dans les moments durs pour moi. La lecture aussi, j'ai beaucoup de livres qui ont pu m'aider. Peut-être dans les commentaires ou quoi, je pourrais vous partager ou dans la description certains livres qui m'ont aidé, ou ça peut être le sujet d'un autre podcast, mais entourez-vous. Garder la tête sur les épaules et en aucun cas, ni les échecs, ni les succès vous définissent. Ça, je l'ai vraiment compris au fur et à mesure des années. Je pensais vraiment que mon identité était liée à si je courais vite ou pas, et en fait, pas du tout. Après, c'est vraiment un travail, et encore, c'est un travail constant, parce qu'en fait, on est matrixé, et on bosse que pour courir vite et atteindre ses objectifs, mais garder à l'esprit ou se dissocier de ces résultats. Ce n'est pas les résultats qui vont me définir. Je suis bien plus que mes résultats, en fait. Que ça se passe bien ou pas bien, en fait. Donc voilà, c'est un petit conseil que je voulais partager avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Ce n'était pas un épisode facile de se remémorer des moments compliqués, mais je pense que voilà, c'est bien de le faire de temps en temps. Et voilà, la suite au prochain épisode.